COP 21 Made in Africa. 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 Le 21e siècle sera celui de l'Afrique. Depuis une dizaine d'années, le monde utilise tous les superlatifs pour s'extasier sur le développement économique de l'Afrique. Que ce soit dans les nouvelles technologies, Internet, smartphones, les constructions d'infrastructures, autoroutes, universités, hôpitaux ou encore l'agriculture, le monde investit en Afrique. Le documentaire COP 21 Made in Africa a recueilli les témoignages de personnalités africaines présentes à Paris qui croient à l'émergence d'une économie verte Made in Africa. La problématique à la COP 21, elle est très simple et elle est en même temps compliquée. Vous savez, l'Afrique a besoin des industries, l'Afrique a besoin de se développer, l'Afrique a besoin d'investir massivement sur l'agriculture. Et nous avons besoin aussi de transformer nos matières premières. Donc finalement, nous allons peut-être arriver un jour à, comme les autres pays, qui sont la France et les autres pays industrialisés, on va commencer à polluer. Mais je pense que la conscience humaine fait qu'on peut penser à une autre stratégie, ne pas faire l'erreur de ces pays-là qui sont aujourd'hui, où on se retrouve avec une masse de carbone immense, où on pollue. Je pense que l'Afrique a une chance, on n'a pas commencé encore à polluer à grande échelle, nous sommes pollués nous, et donc nous allons profiter d'un système que les Nations Unies a mis en place, qu'on appelle le système carbone, pour essayer de valider les stratégies pour avancer sur le développement et pour essayer d'acter l'émergence de nos pays. La COP 21 et l'Afrique, c'est quelque chose qui ne peut pas être, dissocié. Parce que ces problèmes de climat, il est vrai, l'Afrique pollue moins, mais nous pouvons commencer à nous préparer à ne pas tomber davantage dans les situations difficiles que produise le climat. Donc on peut commencer aujourd'hui à mettre en place des processus qui permettront que nous ne soyons pas autant dévastés, quoi, pour nous et pour nos enfants et ces populations qui souffrent déjà. Parce que, quel que soit le cas, l'Afrique est touchée. La COP21, ce n'est pas qu'une affaire de degrés Celsius en dessous duquel il faut maintenir la température, l'élévation moyenne de la température de la Terre. C'est la vie des gens qui est en jeu, c'est donc du concret. Et justement, en matière de concret, le Bénin a initié ce projet, donc Lumière pour tous, dont l'objectif est de fournir à plus de 2 millions de familles des kits solaires pour éclairer et offrir de la connectivité, c'est-à-dire permettre à ces 2 millions de familles, il faut multiplier en moyenne par 4 le nombre de personnes qui seront directement touchées par cette initiative, avoir de la lumière. Ça permet déjà aux enfants d'étudier le soir, ça permet de créer du lien social au sein des familles. Le volet connectivité permet aux utilisateurs de ces kits solaires d'être reliés au monde. Ce qui, au plan économique, au plan social, change beaucoup de choses. Donc il s'agit d'une première mondiale. Dans la mesure où le Bénin représente grosso modo 1% de la population du continent africain, nous partons du principe qu'un projet comme celui-là que nous sommes déjà en train d'implémenter sur le terrain servira un peu de modèle dans d'autres pays africains et au-delà du continent africain, dans d'autres pays où la problématique de la lumière reste très prégnante parce que sans énergie d'une façon générale, pas de développement possible. À l'heure du réchauffement climatique et des problématiques d'environnement, l'Afrique est le continent qui subit fortement ces bouleversements. Hausse des températures, sécheresse, déforestation, migration des populations rurales vers les villes, pour ne citer que ces exemples. À côté de tous ces problèmes, le continent africain est celui dont le potentiel développement vers une énergie propre est le plus avancé. Moi je crois qu'il faut qu'on prenne toutes nos initiatives et qu'on les impose. Et que, au fond, on sera suivi par un certain nombre de pays qui acceptent de reconnaître que ça a des mérites d'accélérer l'adaptation en Afrique
et que c'est normal de le faire parce qu'il y a une justice, comme l'a dit d'abord le Premier ministre indien puis le président français, il y a une justice climatique, il y a même une morale climatique. Bon, je pense que ces idées ont progressé, mais il faut qu'on parte de nos volontés. Le président du Sénégal a proposé et a revitalisé le projet de grande barrière verte sahélienne. Si c'est le projet de l'Afrique, et nous soutenons ce projet, l'Afrique doit imposer ce projet. Elle peut en financer une très large partie, ça c'est le fait nouveau, c'est que l'Afrique a des marges de manœuvre qu'elle n'avait pas il y a 10 ou 15 ans. Et, à mon avis, les bailleurs de fonds se rangeront là-dessus. Si on doit gérer complètement autrement la forêt équatoriale, c'est parce qu'on l'aura décidé. Et d'ailleurs, les pays du bassin du fleuve Congo l'ont décidé. Et ils ont déjà commencé à beaucoup changer l'exploitation de la forêt et la régénération de la forêt équatoriale. Si on décide d'avancer avec le barrage d'Inga, qui serait la plus grande source alternative d'énergie par rapport aux énergies fossiles, c'est parce qu'on l'a décidé. Et ensuite, on fera venir les États occidentaux sur ces sujets. Cette terre, elle appartient à tout le monde. Et je ne pense pas que si on réfléchit de manière très fermée en disant « bon, nous c'est l'Europe, nous c'est l'Afrique, nous c'est les États-Unis, ainsi de suite », s'il y a des dégâts climatiques, les dégâts climatiques et le changement climatique, il est partout. Nous nous en rendons compte aujourd'hui. Par exemple, de là où je viens, la saison des pluies a changé. C'est-à-dire 1 ou 2 mois après, elles changent, elles deviennent plus violentes, ainsi de suite. Et cela se passe ailleurs, quand on voit les tsunamis qui se passent dans d'autres régions. Donc je pense que, j'espère que le bon sens et la justice équitable, elle va prévaloir, parce que ce que demandaient les chefs d'État africains et la plupart des pays africains, disent nous polluons moins, nous voulons faire encore plus d'efforts avec vous, mais ce manque à gagner doit être compensé. Et je crois que c'est cette position-là qu'ils avaient. Je ne sais pas à cette heure-ci où est-ce qu'on en est, mais je pense qu'il y aura une réponse, étant donné que la plupart des pays africains, pour une fois, ils parlent d'une même voix en ce qui concerne ces points précis. Et quand on est ensemble, la voix porte mieux et j'espère qu'il y aura des avancées, en tout cas, des points positifs là-dessus. Depuis la révolution industrielle, à la fin du XIXe siècle, les pays occidentaux ont basé leur croissance économique sur des énergies polluantes telles que le charbon et le pétrole. Or, ils font face aujourd'hui à une obligation de transition écologique. Il est impératif pour ces pays de réduire radicalement les conséquences du réchauffement climatique. Forte de ses richesses naturelles, l'Afrique a une chance extraordinaire de devenir le continent innovateur pour transiter immédiatement vers l'économie verte. On citera notamment ses fleuves abondants, le Nil, l'Akavango, les chutes Victoria, le fleuve Congo et le fleuve Limpopo. Ses forêts tropicales et sa biodiversité, son soleil omniprésent presque toute l'année. Consciente de ces avantages, l'Afrique est venue à la COP21 avec des solutions concrètes. Malheureusement, le constat que j'ai fait est très simple, c'est que depuis 1992, la première COP, en réalité à Rio, en 1992, les Afriques n'ont jamais eu l'opportunité, la superficie pour exprimer et leurs préoccupations et leurs réalités, puisqu'aujourd'hui on se rend compte que l'Afrique subit les affres et les attaques de ce changement climatique, alors que tous les pays occidentaux et les pays qui aujourd'hui polluent, le premier d'entre eux c'est la Chine ou les États-Unis en deuxième position. Ces pays, on a le sentiment qu'ils ne prêtent pas assez attention au continent africain, à ses populations. Et je pense que les chefs d'État africains ont une véritable responsabilité aujourd'hui. Ils en sont conscients, je pense. Et je formule le vœu, les Afriques n'en forment plus qu'une, une seule voix, une voix unie, une voix fraternelle, une voix solidaire, pour laisser entendre la réalité d'un continent qui souffre de ce changement climatique, justement. Depuis le début du processus à Rio, la République du Congo a toujours participé à toutes les conférences des parties. La deuxième raison, c'est qu'en matière de protection de l'environnement et de lutte contre la production des gaz à effet de serre, la République du Congo est un modèle. D'abord parce que nous avons plus de 60% de forêts qui couvrent notre territoire et que nous préservons jalousement. Deuxièmement, parce que nous avons avec l'Union européenne un processus de certification des bois qui permet effectivement de garantir la traçabilité de tous ces bois.
Troisièmement, parce que nous avons un projet que nous appelons projet national d'afforestation et de reboisement qui doit porter sur 10 ans pour couvrir 1 million d'hectares de forêt. Et puis, quatrièmement, parce que nous avons beaucoup d'aires protégées dans notre pays que nous essayons de sauvegarder à la fois pour protéger la faune, la flore, les habitats de cette faune, mais aussi l'essentiel des espèces, qui sont des espèces de plus en plus rares, que nous sauvegardons à la fois pour l'intérêt du tourisme, de l'écotourisme, mais aussi pour l'instruction de toute notre progéniture. Donc pour toutes ces raisons-là, nous avons pensé qu'il était bon que nous venions associer notre voix à celle des autres pays, à celle des autres continents, afin que les 3 grands massifs forestiers à travers le monde, c'est-à-dire le massif de l'Amazonie, le massif de Bornéo-Mekong et le massif du Congo, puissent jouer comme dans une sorte de solidarité pour faire prévaloir l'intérêt que nous avons à sauvegarder ce poumon mondial, mais aussi l'intérêt que nous avons à obtenir la solidarité des autres pour que les efforts que nous faisons soient reconnus à travers le monde. Pour nous, la réalité des femmes en Afrique, nous on s'occupe des enfants. Aux Africains, on s'occupe de l'abandon des enfants, et quand on dit abandon, quand on dit enfant, on parle toujours des mères, parce que la mère est la figure pérenne dans la vie de l'enfant, la famille, et qu'il faut aussi engager les hommes pour faire leur rôle dans la famille. Donc pour nous, en parlant des familles, en parlant de la vie des enfants, en essayant de travailler contre l'abandon, les engagements climatiques qui vont être prises à la COP21 vont avoir un énorme impact sur la vie des gens. Et c'est ça la vérité. D'une manière concrète, c'est que les pays africains veulent se développer, donc industrie, le green business, c'est beaucoup de techno, c'est beaucoup de compétences, beaucoup de formation. L'Afrique n'est pas encore préparée à ça. Donc même si on veut aujourd'hui aller vers le green IT, il faut former les gens. Et ceux qui sont vraiment formés sont en Occident. Donc honnêtement, je ne suis pas très optimiste. À l'heure actuelle, comment on vit, comment va le monde, en fait, surtout aussi le monde des femmes et des enfants, qui sont les premières personnes les plus vulnérables face au changement climatique. Donc nous savons tous que dans ces moments, on espère voir beaucoup de bonnes résolutions être prises pour défendre l'intérêt des pauvres, pour défendre l'intérêt des femmes en Afrique, pour défendre l'intérêt des enfants, défendre l'agriculture, défendre les petits agriculteurs. Malheureusement, aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Jusque-là, à l'heure actuelle où en est les résolutions, on ne peut pas dire que l'Afrique va s'en sortir la tête haute. Eiffage ne peut pas être absent, je dirais, d'une méthode d'un développement durable. Donc des groupes comme les nôtres ont, je dirais, mis en place dans leur structure des laboratoires de développement en prospective durable. C'est le cas chez Eiffage. Et le but de ces laboratoires, c'est d'imaginer comment allons-nous vivre et construire dans 25 ans, dans 30 ans, avec des matériaux durables. En ce qui concerne le développement d'Eiffage en Afrique et au Gabon, Eiffage a mis en place une plateforme numérique de développement urbain durable. Cette plateforme, cet outil numérique, est un outil qui servira je dirais, d'aide à la décision des personnalités politiques, je dirais, locales. Et donc cet outil permettra en fait de prendre en compte les différentes difficultés liées à la surpopulation de plus en plus galopante dans les capitales. Et je voudrais dire à tous ceux qui portent des solutions, merci. Je voudrais dire aux entrepreneurs, aux entreprises, merci parce que vous avez compris. Vous avez compris qu'on n'a plus besoin de faire des speeches. Et généralement, nous, les politiciens, on sait faire des speeches. On a besoin d'action parce que le temps n'est plus. On est en retard. On n'attend pas les défis des changements climatiques. Nous les vivons. Nous les vivons dans de nombreux pays du monde. Nous les vivons en Afrique. Il y a 750 millions de personnes en Afrique qui n'ont pas accès à l'énergie. Il y a 1 400 000 heures qui sont dépensées tous les jours par les femmes et les jeunes filles pour aller chercher l'eau. Ces jeunes femmes ne vont pas à l'école. On touche à un droit les plus élémentaires de leurs droits humains,
à savoir l'éducation. Il y a 300 millions de personnes en Afrique qui n'ont pas accès à l'eau potable. Et il y a des territoires qui risquent demain d'être effacés de la planète. Les changements climatiques, ça menace des pays aussi bien développés que des pays en voie de développement. Fort de tous ces témoignages recueillis à Paris, nous vous montrerons prochainement les actions concrètes menées par ces personnalités sur tout le continent. Du Bénin au Gabon, en passant par le Cameroun, les deux Congos, la Guinée-Conakry et bien d'autres pays, nos équipes ne manqueront pas de vous apporter de nouveaux témoignages d'hommes et de femmes actifs sur le terrain pour l'émergence d'une Afrique verte.